Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être là pour témoigner humblement de mon expérience de chef d'entreprise, puisque effectivement il y a 5 ou 6 années, j'étais moi aussi dans les allées du Salon des entrepreneurs. Et je suis content aujourd'hui d'avoir fait un petit peu de chemin et d'avoir une société qui a grandi. Et donc de pouvoir témoigner de mon expérience. Donc j'ai créé il y a 5 ans le site internet quelenergie.fr. Donc quelenergie.fr, c'est le premier service internet qui permet aux propriétaires de logements de savoir précisément quels travaux ils peuvent réaliser chez eux pour faire des économies d'énergie. Donc concrètement, nous aidons des gens qui sont propriétaires d'une maison, qui regardent leur facture de fuel ou de gaz qui augmente drastiquement d'année en année, qui s'arrachent les cheveux. Eh bien, on aide ces personnes à savoir concrètement ce qu'elles peuvent faire chez elles pour réduire leur facture. On leur propose une étude énergétique en ligne. Donc sur quelenergie.fr, vous pouvez décrire en détail votre maison et on vous dit quelles sont vos dépenses actuelles et quels travaux vous pourriez réaliser. Et après cette étude en ligne, on va les conseiller au téléphone et leur proposer de rencontrer des partenaires installateurs, donc c'est-à-dire des petites sociétés du bâtiment qui font de l'isolation, qui font de l'installation de panneaux solaires ou de chauffage et qui nous payent pour les clients qu'on leur apporte. Donc en un mot, donc en quelques mots, Quelenergie, c'est une société de conseil et de mise en relation dans le domaine des économies d'énergie dans l'habitat. Donc ton métier et ton business model, c'est un modèle d'intermédiation. Tu fais payer du contact à tes installateurs qui vont derrière pouvoir contacter ces personnes particulières qui sont intéressées par des travaux dans leur maison, c'est ça? Exactement. On propose le conseil gratuitement. En tant que particulier, c'est une offre exceptionnelle parce que réussir à s'y retrouver dans tous les travaux qu'il est possible de faire dans une maison, c'est compliqué. On vous propose gratuitement une étude en ligne et un dialogue avec un conseiller indépendant. Et puis comme à un moment, il faut bien qu'on gagne de l'argent, puisqu'on n'est pas une association, on est une entreprise. Nous vendons les contacts qualifiés, c'est-à-dire les personnes qui sont intéressées pour faire des travaux, à tous nos partenaires installateurs. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques points de repère, donc en 5 ans, mon associé et moi, donc qui est un copain de lycée, on a eu après plein d'étapes, plein de galères, la satisfaction d'atteindre aujourd'hui donc une bonne position sur notre marché. On a 250 000 visiteurs qui viennent chaque mois sur notre site internet. L'année dernière, on a aidé à la rénovation de 12 000 maisons en France. Donc ça fait quelques pourcents du marché. Pour vous donner une idée, ça représente l'ensemble des maisons de la ville d'Amiens. L'année dernière, on n'a pas fait que les maisons dans la ville d'Amiens, mais ça nous donne une idée du nombre de personnes l'année dernière qui ont rénové leur maison grâce à Quelenergie. On est 35 salariés et on a 800 partenaires installateurs, donc 800 clients qui nous achètent nos contacts qualifiés, qui sont présents partout en France et qui nous permettent d'avoir une couverture locale parce que le marché du bâtiment est un marché très local. Donc on peut avoir ainsi des installateurs proches de chacun de nos internautes. Alors pour revenir au sujet de cet échange, on va parler de financement. Donc avec Julien, vous décidez il y a quelques années de lancer votre projet. Vous étiez tout juste sorti d'école ou même pas, je me souviens plus, vous étiez en train d'être... On n'était pas encore diplômé, dernière année, encore étudiant, donc a priori avec peu de moyens. C'était quoi les premières étapes de financement de votre projet? Comment vous avez pu lancer votre site internet très concrètement? Donc très concrètement, on s'est dit qu'effectivement on avait besoin d'argent, pas forcément beaucoup au départ, mais quand même un petit peu. On a créé la société avec un capital de 4 000 €, donc royalement quelques petites économies, mais quand même c'était pas possible de démarrer uniquement avec ça. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui existait et alors peut-être je suis allé à la facilité, je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque, tous les concours, tous les mécanismes de subvention me semblaient, en tout cas pour une société vraiment au moment de la création, ça me semblait être quand même un petit peu long, toujours des processus qui durent quelques mois, et donc pour le démarrage, je me disais il faut qu'on ait de l'argent plus vite. Et donc à l'époque, il y avait quelque chose de formidable qui s'appelait la loi TEPA, et qui permettait à quelqu'un redevable... Qui existe toujours. Qui existe toujours... Un peu modifié, qui est passé de 75 à 50%. Mais... Ok, bah ça existe toujours, donc pardon. Effectivement, c'est devenu un peu moins incitatif, mais ça reste très intéressant. La loi TEPA, ça permet à quelqu'un qui a la chance de payer l'ISF, à l'époque, de pouvoir investir 100 et ne payer que 25 parce que les 75 étaient déduits de son impôt. Donc, on est allé chercher concrètement mon grand-oncle,
un copain de mon père qui était chef d'entreprise. Donc je tiens à dire qu'on n'est pas spécialement d'une famille ultra riche, mais simplement qu'en cherchant un peu dans les contacts, dans le réseau au sens large qu'on avait, on a trouvé donc, des amis de mes parents, un grand-oncle qui ont bien voulu investir donc dans notre société. Donc ça nous a donné 40 000 € au démarrage. Et donc là on pouvait commencer à faire quelque chose, on pouvait commencer à bâtir un site internet, à recruter peut-être pas des salariés mais au moins des stagiaires pour faire de la prospection commerciale et recruter les premiers installateurs. Donc ça a été ça la première étape. Donc love money comme on dit, on est allé voir des amis et de la famille et on a obtenu 40 000 € pour démarrer. Donc 40 000 €, ça vous permet de lancer le site, d'avoir des premiers clients, des premiers stagiaires. C'est quoi l'étape suivante? Vous aviez déjà une ambition assez forte pour le projet ou tu te disais ça va me suffire, on a lancé un petit site, des stagiaires, nous deux, un emploi, c'est suffisant? Bien, je pense qu'au début, on n'avait pas forcément une idée très précise des besoins de financement réels. Et ça, je crois que c'est toujours la difficulté, surtout au démarrage, c'est que quand on va voir quelqu'un pour un financement, qui que ce soit, il nous pose toujours la question donnez-moi le business plan et faites-moi des prévisions. Or, faire des prévisions, c'est difficile, ça reste difficile même quand on a une entreprise mature, mais c'est quasiment impossible au démarrage. En tout cas, pour une activité nouvelle comme Quelle Énergie, on n'avait aucune hypothèse du business plan sur lequel on avait vraiment une idée sérieuse. Quel allait être le trafic sur le site? Aucune idée. Quelle allait être notre capacité à recruter vite des installateurs et combien ça allait coûter? Aucune idée. Donc du coup, le Love Money, ça a eu cet avantage qu'on a fait la première levée de fonds sans business plan. Et d'ailleurs, on a été transparent avec nos investisseurs de départ, qui ont investi juste sur notre bonne tête et en nous faisant confiance. Et voilà, il faut qu'on démarre quelque chose, qu'on lance un site et on n'a pas de prévision à vous faire. Donc ça, c'est au tout début. Et puis, donc les 40 000 € nous ont permis de démarrer un peu et là, on a commencé à sentir un peu le business. C'est une fois qu'on a recruté 50 clients, qu'on commence à se faire une idée de combien de temps ça prend, quelles sont les différentes étapes commerciales, combien ça va coûter, combien ça me coûte quand je le fais moi en tant qu'entrepreneur qui ne me paye pas, combien je devrais payer un salarié pour faire le travail équivalent et donc combien ça coûterait. Donc là, on pouvait un petit peu commencer à faire un budget qui ressemblait un peu à quelque chose. Et donc là, on allait voir le réseau Entreprendre, puisque on constatait que Quelle Énergie se développait. Mais comme vous l'imaginez, on est sur un métier donc d'intermédiation. Les internautes viennent chercher sur Quelle Énergie un réseau d'installateurs fiables sur toute la France. Et les installateurs, ils viennent chercher chez nous un volume de nouveaux clients. Donc, sur ce type de modèle, au démarrage, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup d'internautes, donc les installateurs qui travaillent avec nous ne sont pas hyper excités de recevoir un client tous les 2 mois. Et pour les internautes, c'est un petit peu déceptif de ne pas avoir beaucoup de sociétés à leur proposer. Donc il fallait trouver un moyen d'accélérer, c'était pas possible de se développer par autofinancement. Et donc on a suivi ensuite, on a fait différents paliers de financement qui nous ont permis de bien nous développer. Donc le palier suivant, ça a été Réseau Entreprendre. Qui nous a permis donc d'obtenir 40 000 € de prêts d'honneur et 70 000 € de prêts bancaires, donc un financement total de 110 000 €. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape du plan de financement. Exactement, oui. Vous aviez quel niveau de chiffre d'affaires à cette époque? Au moment où on est allé voir Réseau Entreprendre, on faisait de l'ordre de 15 000 € par mois. Donc on avait quand même fait décoller le chiffre d'affaires, on commençait à avoir quelque chose. Voilà, on en était à peu près à ce niveau-là. Ok. Donc, Réseau Entreprendre, ça nous a plu et ça nous a aidé. Donc, d'abord pour le financement, évidemment, puisque c'était 40 000 € de prêts d'honneur et puis de la dette bancaire qu'on a réussi à obtenir. Mais je pense qu'on ne l'aurait, en tout cas à ce stade-là, on ne l'aurait jamais obtenu si on n'était pas passé par Réseau Entreprendre. Parce qu'en gros, on va dire le cachet de Réseau Entreprendre et la validation qui avait été apportée a su convaincre un banquier de nous prêter 70 000 € à un moment où la société n'était pas encore rentable. Donc on ne pouvait pas montrer la capacité d'autofinancement et donc la capacité à rembourser l'emprunt. On était sur de la prévision pure. Or, en tout cas à ce stade, ce que j'ai compris, c'est qu'un banquier raisonne quand même principalement sur la capacité d'autofinancement. C'est-à-dire, montrez-moi vos bilans, qu'est-ce que vous faites tous les ans? Ok, je peux vous prêter 3 fois votre CAF.
mais quand on n'a pas encore la CAF, compliqué. Donc Réseau Entreprendre nous a permis ça. Et la banque a joué le jeu en tout cas. Et la banque a joué le jeu, tout à fait. Donc là, je crois qu'il y a vraiment, on est très reconnaissant, notamment pour ça au réseau, c'est que je crois que les banquiers font confiance à Réseau Entreprendre pour la qualité des projets qu'ils leur apportent, et donc sont capables de prêter à des entreprises que Réseau Entreprendre a identifiées comme cohérentes, prometteuses, parce qu'ils savent que historiquement, la plupart ont bien remboursé. Après, j'imagine que sur l'emprunt bancaire, les banques t'ont demandé une caution. Comment vous avez réagi là-dessus? Tu n'avais pas grand-chose à mettre en face de la caution à l'époque. Très concrètement, comment ça s'est passé? Comment tu t'es battu avec les banques? Très concrètement, effectivement, je m'étais dit je ne prendrai jamais de caution personnelle parce que effectivement c'est quand même on porte déjà un certain risque en montant sa boîte. Si on plante, c'est déjà un peu pénible psychologiquement. Je me dis si en plus je tombe dans une galère financière personnelle, c'est pas possible. Donc j'étais sur cette idée de zéro caution personnelle. Donc on a transigé un tout petit peu puisque on a pris une caution personnelle mais peu forte et maîtrisée. Donc concrètement, sur les 70 000 euros qu'on a empruntés, il y a je crois les 2 tiers qui ont été cautionnés par Oseo. Donc ça c'était un bon point aussi, ça veut dire qu'on n'était pas responsable de 70 000 euros, mon associé et moi, donc on n'était responsable que de 30% je crois. Et ensuite on a coupé en deux et donc chacun était porteur d'une caution sur 15% de 70, donc je sais plus, sur de l'ordre de 10 000 euros. Donc 10 000 euros c'est quand même une somme, et on s'est dit ok on est prêt à prendre ce risque là parce que c'est une opportunité vraiment forte pour le projet, mais voilà, c'est une chose que j'ai eu toujours en tête, c'est me dire je peux prendre des risques, mais en tout cas des risques mesurés, et donc on a pris cette caution mais sur un montant vraiment limité. C'est vrai que sur ce que tu racontes et puis sur cette histoire de Love Money au début, ce qu'ont apprécié les banques, et nous ce qu'on a apprécié, c'est aussi le fait que vous mouilliez votre chemise. Vous n'aviez pas vous les moyens d'apporter la somme nécessaire au démarrage du projet, mais vous avez engagé vos proches. Et c'est vrai que j'imagine que tu l'as vécu après auprès des banques parce que vous avez accepté cette garantie. Il faut accepter de mouiller sa chemise pour que les gens vous prêtent de l'argent. Oui, après c'est une négociation, hein, donc sincèrement, si j'avais eu la possibilité d'emprunter sans aucune caution personnelle, j'aurais préféré, parce que je savais que je mouillais déjà ma chemise et j'ai pas besoin de. Donc oui, je pense que effectivement pour la banque, je pense que c'était un des éléments de sa décision de se dire qu'il y avait quand même. Ils n'avaient pas le risque de prêter à des entrepreneurs qui, quelque part, n'en avaient rien à cirer de leur succès et auraient pu planter la boîte. Et voilà. Ils se disent, s'ils ont un minimum de risque personnel, on peut penser quand même qu'ils vont maximiser à fond les chances que la société marche et donc qu'elle soit en mesure de rembourser son emprunt. Donc oui, je pense que c'est un élément qui rassure, mais c'est une négociation. Donc vraiment, il faut mettre dans la balance tous les éléments qu'on a pour montrer que le projet est crédible, pour montrer que c'est intéressant pour la banque, que c'est intéressant qu'ils vous accompagnent tôt, parce qu'on va devenir une super boîte et qu'après, ils seront super contents de nous prêter des plus grosses sommes. Donc je pense qu'il faut mettre tout ce qu'on peut, et quand on n'a pas le choix de mettre autre chose que la caution personnelle, mettre un peu de caution personnelle. Donc deuxième palier, financement bancaire et puis un prêt d'honneur du réseau Entreprendre. Jusqu'où vous avez pu aller avec ce financement? Est-ce que vous aviez anticipé la suite? Puis après tu as fait finalement toutes les étapes, comme tu me disais à l'instant, tu as mangé à tous les râteliers. Après tu es parti voir les fonds. Premier temps avec les fonds, il y a eu un deuxième temps avec les fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer cette troisième étape de ton financement? Oui, donc ce financement de 110 000 euros de dette bancaire et prêt d'honneur nous a permis de progresser à nouveau. Et je dirais que comme à chaque étape, on s'est rendu compte que c'était intéressant, qu'on continue à progresser, mais que finalement ça se révèle toujours un petit peu plus coûteux que ce qu'on a imaginé au départ. Voilà, parce qu'il y a plein de choses dans les charges qu'on n'a pas forcément totalement anticipées quand on a fait son budget. Donc à nouveau, même avec 110 000 euros qui nous avaient permis de continuer à progresser, on s'est dit non, il faut continuer. Et donc on a levé ensuite 1,5 million d'euros, donc en 2 fois auprès d'un fonds d'investissement. C'est quel fonds? Alven, c'est ça? C'est le fonds d'investissement Alven Capital, donc qui est un fonds de capital risque parisien, qui investit dans pas mal de beaux succès internet. Donc on est très content de les avoir à notre capital. Donc là ça a été effectivement une étape suivante, un peu peut-être de passage à l'âge adulte, parce que on a levé 500 000 euros puis 1 million, et là c'est vrai qu'on met des nouvelles choses en jeu
On sent que c'est quand même un engagement encore plus fort qu'on est en train de prendre avec ces contreparties, parce que des investisseurs en capital risque, ils sont présents à notre conseil d'administration. Donc à partir de février 2010, j'ai dû répondre des résultats de l'entreprise tous les 2 mois devant mon investisseur. Et puis la logique, c'était surtout d'accélérer la constitution de l'équipe, donc d'embaucher des salariés. Et donc embaucher des salariés, ça veut dire qu'on s'est mis là à ce moment-là en situation de charge fixe assez élevée. La société faisait plus de 30 000 euros par mois, et là d'un coup on est passé de 3 personnes à 15 personnes, puis 30 personnes l'année suivante. Et donc voilà, c'est une vitesse de croissance qu'on n'aurait jamais pu avoir si on n'avait pas levé de fonds et si on n'avait pas accepté effectivement de partager le capital avec ce VC, cet investisseur en capital risque. Et du coup on est rentré vraiment dans une logique coût fixe, consommation de cash pendant la période où le chiffre d'affaires est encore en dessous du point d'équilibre. Et donc là c'est la période où on a une équipe, puis on se bat pour atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires et réussir à amener tout ça à l'équilibre. Objectif que nous avons atteint récemment, donc on en est très heureux. Le fonds t'a mis une grosse pression, c'est quoi la relation concrète? Non, notre investisseur ne m'a pas spécialement mis de pression. C'est étonnant d'ailleurs, moi j'aurais pensé qu'il m'en mettrait plus. Un côté je grand sais pas méchant s'il loup. est là. Donc je dirais un élément qui a été important quand même, c'est que quand on a levé ces 500 000 euros, puisqu'on a levé 500 000 euros puis 1 million auprès d'Advent Capital, eh bien ça a été un processus assez étrange, assez rigolo, parce que autant sur les premières étapes, le Love Money, on se doutait qu'on allait trouver. Réseau Entreprendre, on n'était pas sûr qu'ils nous acceptent, mais à partir du moment où on a fait quelques rendez-vous avec un chargé d'affaires, on sent que on est sur la bonne voie et on devrait y arriver. Avec les fonds, c'était vraiment autre chose, parce que c'était vraiment, on faisait des rendez-vous, on n'avait pas de retour et on se disait mais est-ce qu'on va y arriver quoi? Il n'y avait aucun feedback, positif ou négatif. On se disait qu'est-ce qui se passe? Ça les intéresse pas du tout notre truc, ou bien alors ils sont complètement débordés, ils oublient de nous rappeler, je ne sais pas. Et donc il y a eu un petit moment là, ça faisait 4-5 mois que je travaillais sur la levée de fonds, ou un petit moment de doute, de dire mais est-ce qu'on va y arriver quand même, parce que là ils nous répondent pas, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu pour me dire non. Et donc après 4-5 mois comme ça de rendez-vous, il y a eu un point de basculement, ça a été très étonnant. Il y a un premier investisseur, en l'occurrence Alven, donc, qui nous a dit écoutez, moi ça me semble intéressant, on se voit demain avec mes associés. Donc on est passé devant les associés, donc notre premier comité d'investissement. Et là ils nous ont dit assez vite, le lendemain ils nous rappellent ok, on y va. On y va, donc si vous voulez on peut signer ce qu'on appelle une term sheet, c'est-à-dire une sorte de pré-contrat d'investissement. C'est avant la signature de l'investissement final, on signe un truc où ils disent voilà, pendant un mois on va fouiner dans vos différents papiers pour être sûr que vous n'avez pas caché un truc, et puis vous allez arrêter de parler à d'autres investisseurs parce qu'il faut qu'on puisse discuter sereinement pendant un mois. Donc on a l'exclusivité de la négociation. Donc tu es super content d'avoir notre term sheet, et du coup les quelques autres avec lesquels j'étais en train de discuter, les investisseurs, je leur envoie un mail, je leur dis je suis désolé, là faut qu'on arrête de discuter parce qu'on a eu une term sheet. Alors là d'un coup, ça a été phénoménal et extraordinaire. Renversement total de situation. Donc il y en a 3 qui me rappellent il faut absolument qu'on vous voit, on a été beaucoup trop lent sur le dossier, c'est génial, quelle énergie, on y croit énormément, il faut vraiment qu'on se voit. Je dis non, là on fait un comité, vous passez en comité d'investissement demain matin 9h. J'ai un associé qui est en déplacement, mais c'est pas grave, on peut s'arranger, il peut revenir plus tôt, on fait le comité d'investissement demain à 9h. Donc on a vu un deuxième comme ça, un troisième, et au final on se retrouvait avec 3 propositions. Donc on était les rois du monde, entre guillemets, faut pas s'enflammer parce que... Mais d'un seul coup on était passé dans la position de l'entreprise désirée, alors que 3 semaines plus tôt j'étais comme un malheureux à taper aux portes. T'avais besoin de fonds à l'époque ou pas? Est-ce que t'avais une problématique de cash, de trésorerie, ou est-ce que t'as pu anticiper suffisamment? Ça se rapprochait, oui. Donc en fait on a un business qui est assez saisonnier.
Et ça, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. La rénovation énergétique du bâtiment, on parle en fait principalement de chauffage. Et donc les gens, ils réfléchissent à leur chauffage à l'automne et puis à la fin de l'hiver. Donc de septembre à novembre et puis de février à avril. Et donc ça, c'est des choses que j'ai maintenant assez bien compris avec quelques années d'exercice, mais au début on ne comprenait pas. Donc des moments on se disait ah c'est génial, on est rentable, puis pouf, ça retombait, on disait mais oula, qu'est-ce qui se passe? Alors que ça n'était que finalement la saisonnalité. Donc à cette époque, on était un peu autour du point d'équilibre, et donc il y a des moments où ça allait, des moments où on cramait un petit peu d'argent. Et donc, on va dire qu'on n'était pas complètement dos au mur, mais bon, c'était pas hyper serein quand même. Fallait, Et les investisseurs le savaient? Non. Non, je jouais évidemment le jeu de... Je n'ai pas besoin d'argent. Enfin, je ne suis pas obligé de lever des fonds, mais je le fais pour accélérer. Je ne suis pas contraint. Voilà. Bon, c'est quand même important, parce que si on arrive en disant voilà, il me reste un mois de trésorerie, est-ce que vous voulez pas remettre au pot, bon, c'est pas bon, quoi. C'est clair. Donc renversement total de situation, et donc ce qu'on en a retiré, c'est simplement qu'on a eu la chance du coup de pouvoir regarder un petit peu les différentes conditions qui étaient proposées par au final donc 3 fonds qui nous ont fait une proposition, et on a eu la possibilité de choisir nos investisseurs. Et donc ça, je pense que c'est une des choses qui a fait que l'investissement s'est bien passé, c'est que parmi les investisseurs que j'avais rencontrés, j'ai pu choisir ceux avec lesquels je me sentais le plus en phase. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alven, j'ai senti qu'effectivement c'était des gens qui investissaient sur des hommes et qui leur accordaient une grande confiance, et qui allaient être très peu interventionnistes dans le business. Et donc ça me convenait bien, c'était la façon dont je voulais travailler. Aucun souci pour répondre régulièrement des résultats de mon entreprise, mais je voulais éviter l'écueil de l'investisseur qui appelle 3 fois par jour, parce que ça existe, et donc on a pu éviter ça. Et surtout démarrer, alors ça s'est surtout construit sur la durée, mais sur une certaine confiance réciproque. On sentait que ce qui les intéressait, c'était bien nous et pas le business, et donc on ne voyait pas se profiler le coup de 3 ans plus tard, super, vous avez bien réussi votre amorçage, mais on est arrivé au stade où ça vous dépasse un petit peu parce que vous n'êtes pas des managers expérimentés, donc on va envisager de remplacer le management. Voilà.